Bonjour, donc je suis Blandine, je suis la créatrice de l'école des petits expats et j'enseigne le français à des petits francophones qui vivent à l'étranger. Et toi, Anna, est-ce que tu peux te présenter à ton tour? Oui, bonjour Blandine, bonjour à tous. Je suis Anna Jachim et je suis coach en éducation bilingue et biculturelle. Je travaille avec les parents qui ont du mal à transmettre la langue maternelle à leurs enfants. Donc, par exemple, l'enfant, il ne connaît pas encore du tout la langue du parent ou l'enfant comprend la langue, mais il ne répond pas aux Mm. parents dans sa langue. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder une petite vidéo sur la façon dont je travaille. Donc, vous la trouverez sur cette chaîne YouTube. Et puis, abonnez-vous aussi, comme ça. Vous serez au courant de nos prochaines Très bien. vidéos. Alors, généralement, donc, comme je te disais, mes élèves vivent à l'étranger, donc ils ont deux langues. Ils ont leur langue majoritaire, c'est-à-dire la langue dans laquelle ils baignent le plus dans leur quotidien, donc c'est souvent l'anglais ou l'espagnol. Et puis, ils ont aussi leur langue minoritaire, donc le français en l'occurrence. Et en ce qui concerne cette langue, donc j'ai remarqué qu'il y avait 2 cas de figure possibles. Soit leur langue minoritaire, est transmise par leurs 2 parents. Mhm. Je prends l'exemple, je sais pas, d'un couple, de Français qui vit en Australie. Soit, la langue minoritaire est transmise par un seul parent. C'est par exemple, le cas des couples binationaux où le papa est anglophone et la maman, francophone. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce deuxième cas de figure justement, c'est-à-dire les familles dans lesquelles il n'y a qu'un seul adulte qui, transmet, la langue minoritaire. Mhm. On va voir que c'est très fréquent et que c'est aussi très compliqué parfois, donc on va essayer de comprendre pourquoi et d'apporter des solutions. Anna, pour, commencer, j'ai 2 questions. Toi, donc dans ton parmi les familles que tu accompagnes, quelle est la proportion, entre les 2 cas de figure justement, entre les familles où il y a les 2 parents qui parlent la langue minoritaire et les familles où il n'y a qu'un seul parent? Alors, à vrai dire, donc, il y a plus de familles mixtes, donc un parent du pays et un parent Mmh. étranger. Donc, c'est environ 80%. Après, il y a aussi d'autres configurations où il y a les deux pays deux parents, pardon, qui viennent d'un autre pays. Et du coup, il y a trois langues. Et puis, sinon, il y a parfois des parents, et donc il y a un qui est du pays où la famille habite, et l'autre parent qui vient d'un autre pays, mais les parents entre eux parlent anglais. Mmh. Donc, voilà, tu vois, même si donc on peut avoir plein de configurations. Et c'est vrai que parmi mes clients, c'est plus rare quand même que les deux parents qui parlent la même langue fassent appel à moi. Même si ça existe, j'ai plusieurs couples de Polonais et deux ou trois de Français avec des situations différentes. Et c'est intéressant de voir les situations parce que c'est soit, par exemple, chez les Polonais, ça arrive fréquemment, les parents, dès le début, ont parlé dans la langue majoritaire, donc la langue du pays, parce qu'ils Mmh. voulaient s'intégrer, parce qu'on leur a dit. Voilà, il vaut mieux que Mmh. l'enfant soit en contact avec une seule langue, sinon il va être perturbé. Donc ça, c'est la première situation. Ou sinon, si les deux parents parlent la langue minoritaire, il arrive qu'ils travaillent beaucoup. Du coup, l'enfant, il va à la crèche assez tôt. Ou Mmh. sinon, ils se disent, puisque de toute façon, on parle la même langue, bah, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Bon, ils se disent pas comme ça, mais c'est inconscient en fait. Si Mmh. on est deux, donc c'est sûr, il n'y a pas de problème. Donc en fait, ils font pas attention. Ils mélangent, parfois ils changent de langue parce qu'ils sont persuadés que ça va aller. Mais en fait, non, ça marche pas. Et puis, mais je sais par ailleurs que c'est une situation quand même assez courante. C'est-à-dire qu'il y a deux parents qui ont la langue minoritaire et que l'enfant répond dans la langue majoritaire. Parce que s'il est à l'école maternelle, voilà, toute la journée, par exemple jusqu'à 18h, comme en France, bah, les contacts avec la langue minoritaire Bien est sûr. beaucoup, beaucoup plus réduit. Et puis il y Mmh. a aussi quelque chose dont on parle très peu, c'est que ces parents-là, ils ont un peu plus honte parce qu'il y a une pression de la part de la famille, par exemple, mais aussi de la Mmh. part de l'entourage, de dire, eh ben, vous êtes deux et votre enfant parle pas votre langue. C'est un peu, Mmh. bon, vous avez échoué en fait. Vous n'avez pas Ouais. d'excuses. C'est Ouais. pas comme Ouais. dans les couples mixtes où il y a quand Ouais. même la langue majoritaire qui est aussi à la maison. Donc voilà. Ouais. Mais c'est vrai que la plupart des familles avec lesquelles je travaille, c'est quand même un parent étranger et un Mmh. parent local, donc du pays Mmh. dans lequel habite. D'accord. Et quelles sont leurs motivations en fait? Pourquoi ils viennent te voir? Quelle est leur motivation à transmettre, leur langue maternelle? Alors, la motivation première, c'est les contacts avec la famille. Donc, c'est les contacts avec les grands-parents, par exemple, qui sont dans le... Ouais, tu veux dire la famille qui est, Ouais, qui est restée restée, là-bas. dans le pays Surtout que d'origine. déjà,
parents, souvent, ils se sentent un peu coupables d'avoir privé Mmh, leurs propres parents des petits-enfants. Parce que voilà, si on change de pays, bah, nos enfants, ils oui, voient leurs parents, tu connais mmh, ça aussi, beaucoup moins mmh, souvent. Et donc, en plus, si ces contacts sont moins réguliers et en plus l'enfant, il peut pas communiquer avec les grands-parents, bah, c'est vraiment, bah, oui, ça rend triste aussi bien les parents que les mmh, grands-parents. Et tout à puis, fait. ce qui arrive souvent, mais on n'en parle pas non plus, c'est que donc il y a ce lien qui ne se crée pas entre les grands-parents et les petits-enfants. Et en plus, si jamais ces grands-parents-là, ils ont d'autres petits-enfants, les parents qui ont quitté le pays, ils voient il y a ce lien qui est beaucoup plus fort, hein, et que finalement, les parents préfèrent, hein, les petits-enfants qui sont restés dans les pays. Mmh, Et ça fait mal en fait. Donc voilà, donc ça c'est la motivation première. Ensuite, il y a l'aspect relationnel aussi, c'est surtout chez les mamans. Donc euh, on me dit qu'il y a un peu moins de complicité. Ça mmh, ne veut pas dire qu'on se sent moins proche ou qu'on aime moins nos enfants, mais il y a une sorte de filtre émotionnel en fait. oui, On ne peut pas tout traduire, il y a des émotions qui passent pas quand on parle, chacun parle dans sa langue ou quand on parle une langue qui n'est pas la langue du parent. Parce que la parentalité, ça nous envoie à notre propre enfance où on parlait notre langue maternelle. Voilà, donc, et puis il y a quelque chose, il y a une maman qui m'a dit un jour, mais vous savez, mon enfant, en fait, il vient de moi. En fait, moi, je m'attendais à ce qu'il me ressemble un peu au moins, et il parle même pas ma langue. Et ça, mmh, ouais, c'est ça, c'est difficile. Voilà. Ensuite, il y a aussi notre motivation, c'est l'accès à la culture. Surtout, par exemple, chez les Français, il y a cette exception culturelle française, hein, où les Français veulent vraiment partager leur culture, leur identité culturelle avec les enfants. Ils sont fiers d'être Français et ils se disent, mais mes enfants, ils ne pourront pas avoir accès à tout, ça, c'est vraiment dommage. Pareil, chez les Polonais aussi, il y a cette sorte de patriotisme un peu, voilà, on a voilà, notre histoire, notre culture, il y a plein ouais, de choses à transmettre, hein, des choses qui nous ont formés. Et si l'enfant ne connaît pas la langue ou s'il ne parle pas la langue, bah, il y accède différemment ou ouais, plus de difficultés. ouais. Chez les papas, ce qui est intéressant, c'est la motivation, c'est l'utilité en fait. Donc, Ah oui, ils disent, ah oui, mon enfant, et voilà, il faut qu'il connaisse l'anglais ou le français ou une autre langue, même minoritaire, peu importe en fait. C'est juste que voilà, ça va l'aider à apprendre d'autres langues. Puis c'est un investissement. Après, il pourra faire pas une carrière internationale, mais quand même, voilà, c'est important pour son développement et pour les opportunités qu'il peut avoir après. Et après, il y a aussi le bénéfice intellectuel, voilà, que les enfants, ils mmh, apprennent plus vite, voilà, la mmh, curiosité, la créativité, etc. Voilà. mmh, ouais, d'accord, Et, très bien. et chez toi, en fait, comment ça se présente? Moi, parmi mes élèves, c'est assez équilibré entre les comment dire? J'ai beaucoup de familles, où il y a les 2 parents, Mhm. français ou alors, des familles, binationales. C'est 50-50, disons, entre D'accord. les 2. Et leur motivation, oui, je me retrouve bien dans tout ce que tu viens de dire, l'aspect culturel, les communications avec, la famille, qui est en France, avec les grands-parents, les cousins. L'aspect utilitaire aussi, il y a beaucoup de parents qui me disent, «Moi, je veux que mon enfant, il ait tous les choix possibles, quand il sera grand. Je veux Oui. s'il a envie d'étudier en France, je veux qu'il puisse étudier en France. S'il a envie de travailler, peut-être qu'il travaillera pas en France pour une entreprise française, mais peut-être qu'il aura besoin d'écrire des mails en français plus tard ou de communiquer en Mm. français» et voilà, il y a l'aspect utilitaire qui est là et puis, et surtout, en fait, la première raison, c'est l'attachement. Ils sont attachés à leur langue, ils sont j'entends souvent des choses comme, «Ah là là, ça me rend triste, je vois que l'anglais prend le dessus», ils sont ils se rendent compte que c'est pas évident de transmettre sa langue maternelle et ils se rendent compte que voilà, il y a une forme de ouais, de tristesse et d'impuissance et voilà, ils ont Mm. envie de Ouais, de faire quelque chose. Mmh. ouais, c'est une sorte de frustration aussi. Parce Oui, qu'il de est frustration, voilà, ouais, et en fait, complètement, non. Mm. complètement. Donc je reviens à notre question principale. Donc est-ce qu'il est possible de transmettre sa langue, maternelle quand on est tout seul? Autrement dit, est-ce qu'un enfant peut vraiment devenir bilingue?
avoir vraiment toutes les bonnes compétences, développées et rester un comment dire? Oui, et rester bilingue même à l'âge adulte. Oui, alors oui, 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 oui. Bien sûr, on peut et l'enfant peut devenir bilingue ayant un seul parent qui parle la langue minoritaire et même plus, on peut devenir bilingue sans avoir un parent qui parle une autre langue, mais ça, c'est un autre sujet. Mmh mh. Et pour répondre à ta question, bah, il y a des millions d'enfants bilingues ou multilingues dans le monde. Et puis, je connais pas mal de familles qui arrivent seules, en fait. Et puis, il y a des familles Mmh. qui arrivent avec de l'aide extérieure. Donc, voilà, mais c'est des... Donc, voilà, s'il y en a qui ont réussi, ça veut dire que c'est possible pour d'autres aussi. Mais après, il y a certaines pratiques à mettre en place. Il y a des conditions qui sont nécessaires. C'est beaucoup d'efforts et de l'engagement quotidien. Par contre, voilà, il y a un mythe ou une idée reçue que je voudrais déconstruire, hein. C'est qu'il ne Mmh. suffit pas de parler à l'enfant, en fait. On pense qu'il Oui. suffit de parler à l'enfant et en fait, il va devenir bilingue comme ça. Parce qu'on dit que l'enfant, c'est comme une éponge. Donc, il absorbe tout et c'est très facile. Il y a plein de connexions qui se créent tout le temps. Mmh. Et après, il absorbe tout, mais ça ne marche pas comme ça. Il absorbe Mmh. des émotions, il absorbe des connaissances, mais c'est pas une machine à apprendre. Donc, il ne suffit pas juste qu'il entende une autre langue et Oui. qu'il la parle. Bien sûr, il Mmh. va la comprendre plus facilement, voilà, grâce à son cerveau très souple, mais ça ne veut pas dire qu'il va parler. Donc, pour réussir, il faut faire beaucoup plus que parler. Et il y a un profil des parents qui arrive, en fait, qui arrive à transmettre la langue voilà, sans aide et sans. Mais c'est des parents qui sont très focus, en fait. Ils sont très concentrés sur ce qu'ils font et concentrés sur la langue. Et en fait, ils font beaucoup de choses en pensant à la langue. Ils cherchent tout le temps des Mmh. opportunités pour soit valoriser la langue, soit enrichir le vocabulaire, soit faire le lien avec la culture, hein, donc maximiser aussi les contacts avec la langue et garder Mmh. l'équilibre entre les, Mmh. entre les langues de l'enfant. Et j'ai un exemple qui est, qui est très parlant. C'est une maman avec qui je travaillais, elle est française, elle habite en Italie. Et donc, elle hésitait à envoyer son fils dans une colonie de vacances en Italie parce qu'elle s'est dit 2 semaines sans la langue française, quel impact ça va avoir sur lui? Est-ce qu'au retour, il voudra encore faire de l'effort et me parler en français? Donc voilà, c'est un peu extrême. Mais il faut avoir cette sensibilité et cet engagement et voir partout des choses qui peuvent, Ouais. qui peuvent nous aider. C'est fatigant, mais après, ça devient une sorte d'habitude, un réflexe et voilà. Mmh. Donc, il faut toujours s'inspirer aussi des exemples de gens qui ont réussi. Donc, ils ont réussi. Moi aussi, je peux réussir. Et bien sûr, avec des parents, c'est plus facile, mais comme je disais, c'est pas une garantie. Il y a aussi les familles où même s'il y a deux parents qui D'accord. parlent la langue, Mmh. les enfants ne répondent pas dans cette langue. Puis, personne n'a dit que c'est facile. Puis voilà, Complètement. l'éducation, c'est pas... Donc pour résumer, il est tout à fait possible de Ouais. transmettre sa langue si on est tout seul, mais ça ne se fait pas tout seul, c'est pas, quelque chose, Non. c'est ça ne c'est plus simple, qu'il n'y paraît. Oui, ah oui, c'est pas des enfants monolingues où bon, ils ont besoin de contact et ils parlent Ouais. avec les parents. Non, là, c'est un peu différent. Et d'où vient cette conviction qu'un seul parent n'arrivera pas à transmettre sa langue à son enfant? Mm. Ouais, c'est aussi une sorte de logique, mais c'est Mmh. juste, on pense que c'est rationnel parce qu'on s'est dit, bah, parce qu'à la maison, il y a la langue majoritaire, hein, donc il n'y a pas assez de contact avec notre langue. Donc, puis en plus, comme je disais, l'enfant, il n'a pas besoin d'utiliser cette langue pour parler avec le parent, parce que les Eh deux oui. parents, en général, connaissent Mmh. la langue majoritaire, hein. Donc, il y a des parents qui sont persuadés que soit il faut qu'il y ait deux parents qui parlent la langue minoritaire, Mmh. soit il faut un entourage qui aide, donc il faut par exemple une grand-mère qui vient très souvent ou qui habite avec la famille, ou il faut des amis qui parlent la langue et donc on Mmh. fait des rencontres très régulières, ou sinon une école ou des séjours très réguliers dans le pays. Et j'ai aussi un autre exemple, mais c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. En fait, il y avait une maman française qui vivait, en fait, elle vit toujours en Suisse, et donc elle a 3 enfants. Donc au début, elle avait 2 filles. Et donc, quand les filles étaient petites, elle travaillait beaucoup. Du coup, sa maman, donc la grand-mère, elle venait pour plusieurs semaines, parfois pour plusieurs mois, en fait, Mmh. et elle passait du temps avec les filles. Et donc, comme elle ne parlait pas allemand, parce que c'est dans la partie allemande, bah, du coup, les filles, elles ont appris le français. Elles étaient obligées de parler français avec la grand-mère. Et ensuite, il y a la troisième fille qui est née. Donc, la grand-mère, elle venait plus, mais la maman, elle travaillait beaucoup moins, en fait. Elle travaillait à mi-temps
Donc elle passait beaucoup de temps avec sa fille. En plus, elle l'élevait presque comme une fille unique parce qu'elle était grande, voilà, il y avait 10 ans D'accord, de différence. d'accord. Donc finalement, elle avait toutes les conditions. Elle passait beaucoup de temps avec sa fille, elles avaient une relation très complice. Mais quand elle s'est dit: «Mais là, de toute façon, ça va pas marcher parce qu'elle n'a pas besoin de parler français avec moi». Du coup, elle faisait pas beaucoup d'efforts et comme la fille a commencé à lui répondre, en allemand, bah, elle s'est dit: «Bah, c'est comme ça» et souvent Mmh. elle switchait et du coup, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est uniquement parce qu'elle était persuadée qu'il n'y avait Mmh. pas cet élément comme, Mmh mh. comme la grand-mère Mmh. et donc que dès le début, voilà, elle avait Mmh. aucune chance. Donc, Mmh. c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment il y a beaucoup dans la tête, en fait et donc, il suffit de trouver des exemples, voilà, Mmh. négatifs pour dire: «Voilà, eux ils ont pas réussi, Mmh. moi non plus je veux pas réussir» et puis aussi on peut Mmh. dire, hein, s'il y a un exemple positif, eux ils ont réussi mais là c'était pas la même situation parce que, par exemple, les maris étaient plus, ils soutenaient plus, la maman, Mmh. ils essayaient d'apprendre, même si ça Mmh. explique pas pourquoi nous on fait pas assez d'efforts. Donc Mmh. voilà, ce qui est important c'est il faut avoir il faut y croire hein, et il faut faire, Ouais. en sorte que ça qu'on réussisse parce qu'en fait, si on y croit, c'est qu'on va mettre en place les moyens Oui. pour y arriver et si on ne croit pas, Oui, bah, oui, oui. on peut dire, bah, ça va pas et voilà donc il y a pas mal de choses dans la tête Donc pourquoi c'est si difficile, concrètement? et en fait, c'est difficile mais après dans la vie, il y a plein de choses difficiles. Mmh. On dit il y a des conditions qui sont nécessaires. Il y a les contacts, les besoins. Les contacts, Mmh. 30 de temps actif, c'est Mmh. possible de mettre en place. Il y a au moins les bilingues réceptifs, donc l'enfant, il va au moins comprendre la langue, donc c'est la moitié du succès. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place. Ensuite, ce qui est plus compliqué, c'est les besoins. Pourquoi Mmh. c'est compliqué? Parce que les besoins, l'enfant, il n'a pas besoin de parler avec son parent dans sa Et langue, oui, parce qu'il puisqu'il sait que le parent souvent voilà. maîtrise la langue Donc c'est majoritaire. là, en fait, où souvent les parents font appel à moi pour trouver la motivation. Donc, ça sert à rien de dire à l'enfant: «Tu sais, tu vas être bilingue, tu vas parler 2 langues, c'est super, tu peux la faire tes études en France». L'enfant qui a Mmh. 5 ans, les études en Mmh. France, franchement, non. Donc en fait, pour l'enfant, c'est abstrait, mais il y a plein de parents qui disent ça, qui disent: «Non, mais moi, j'essaie de motiver mon enfant». Je lui dis: «Mais tu sais, tu pourras aller en France, tu pourras parler avec tes copains, tu vas avoir 2 fois plus d'amis». Non. Oui, mais c'est ça, ça marche pas, en fait. Mmh. Donc parce que pour l'enfant, c'est abstrait, donc il faut quelque chose de pratique, quelque chose qui va faire Mmh. que c'est maintenant qu'en fait la langue va avoir un sens pour l'enfant et donc si c'est pas, l'envie de communiquer avec le parent, donc la motivation, elle est à trouver. Qu'est-ce que peut constituer la motivation? Il y a plein de choses et c'est une question très individuelle. Ça peut être, par exemple, une relation exclusive avec son parent ou un lien avec les grands-parents, ou un copain qui est en France ou qui est dans le pays du parent, avec qui on va avoir envie de communiquer, et Mmh. peut-être après on va passer des vacances ensemble. Ça peut être un élément de la culture aussi, ou ça peut Mmh. être un élément identitaire pour les enfants à partir de 9, 10 ans, ou une envie de se distinguer. Moi, je ne veux pas être comme les autres, moi j'ai une langue, moi je suis un peu différent. Ou l'envie de ne pas se distinguer. Mmh. Mes 2 frères parlent français, donc moi aussi je veux parler français comme eux. Je ne veux pas se Mmh. distinguer. Je ne veux pas me distinguer. Ou l'intérêt pour la communication. Moi j'aime bien parler, c'est rigolo, en fait, on va mélanger, on va Mmh. parler, on va je vais par exemple sortir des mots que personne ne connaît, comme ça je vais Mmh. ils vont me remarquer. Mais pour voir à quoi l'enfant est sensible, donc il faut passer du temps avec l'enfant et trouver Mmh. parce que comme je disais, voilà, c'est pas ça Oui, il marche y pas. a pas une réponse unique, Non, il faut vraiment non, il y a trouver le non, c'est ça le problème, en fait. qui En fait, correspond c'est vraiment aux besoins ouais, de son enfant. Mmh. ouais. Et donc après, voilà, si l'enfant ne parle pas la langue, mais il la comprend. Donc ce qu'on en a parlé il y a 2 mois, il y a la vidéo que vous pouvez voir aussi. Donc il faut activer la langue. Donc il faut trouver à quoi l'enfant va être sensible Mmh. et voilà, tester, essayer, voilà, si ça marche pas, voilà, chercher. Il y a des éléments en fait, ça dépend vraiment de l'enfant Mmh. et de sa personnalité. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on va on travaille avec les parents et puis il n'y a pas de solution miracle. Il faut du temps. Mmh. C'est avec l'enfant. Il faut de Mmh. l'engagement de la part du parent et de la patience aussi, de la Mmh. créativité. Parfois, il faut Mmh. improviser, il faut tester des choses peut-être un peu Mmh. bizarres. Il faut Oui. de l'écoute. Donc, pour résumer, en fait, de la part du parent, il faut de l'engagement et la conviction qu'on va y arriver. Et donc, cet engagement, c'est de maintenir le focus. Il faut chercher à tout moment des opportunités pour valoriser la langue, présenter un nouveau vocabulaire ou chaque prétexte est bon.
par exemple, Mmh. c'est un exemple plus personnel. En fait, il y a quelques années, on était en vacances en Roumanie et donc on visitait un château. Je sais pas si c'était le château de Dracula ou un autre. Et à un moment, il y avait un tableau d'un roi polonais. Et ben, j'étais super contente parce que ça m'a permis d'évoquer l'histoire, de faire les liens entre les 2 pays. Ensuite, quand on est entré alors, à la maison, on a cherché sur internet, on a écouté des vidéos pour voir, on a parlé Ouais, d'une bataille que ce roi ouais, a menée. Voilà, donc en fait, à chaque fois, on essaye de voir qu'est-ce qui peut intéresser, qu'est-ce qui peut montrer que cette langue, ouais, elle est aussi présente à l'extérieur. ouais. Pareil par rapport à la culture, aussi en Roumanie, il y avait un gâteau au caramel. En Pologne, il y a un gâteau qui ressemble. Donc, quand on est allé en Pologne la fois suivante, bon, on a essayé les gâteaux. Donc, en fait, c'est vraiment, mais il faut être super attentif. Et après, ça marche. Et puis, cette Mmh. conviction, ce qu'on a dit, c'est que si Mmh. on croit que ça va marcher, on va mettre en place les moyens justement pour y arriver. Parce Ouais, qu'il y a plein de choses dans la tête qui nous empêchent d'avancer et ça ne concerne pas uniquement la langue. Voilà, ouais. donc c'est ça. Et c'est Mais juste, c'est difficile, il faut trouver le juste équilibre après pour, pas tomber dans comment dire? Dans une pression, oui, excessive. ouais. Non, il faut que ce soit vraiment, C'est vraiment c'est ouais, un et travail d'équilibriste, en fait. il faut que ça soit fait un peu à la légère, tu vois, comme des Oui, jeux ou des façons un peu décalées et il faut pas qu'il y ait cette pression. Après, il faut pas non plus, être obsédé par notre langue parce que, oui, c'est ça. ça peut voilà. C'est complètement différent. En fait, ouais, il faut une sorte de finesse finalement. Ouais, Donc voilà, donc s'il y a des parents qui ont besoin d'aide, voilà, vous pouvez m'envoyer un message. Mais ouais. c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est l'engagement du parent et la conviction qu'on va y arriver. Et Mmh, ça concerne plein de domaines, en fait, pas uniquement la langue. mmh, complètement. Très bien. Et j'avais une question aussi à te poser. Est-ce que toi, tu vois une différence parmi tes élèves, en fait, les élèves qui ont deux parents qui parlent la langue minoritaire et un parent, est-ce que tu vois une différence dans leur niveau de langue ou peut-être dans leur attitude vis-à-vis de la langue ou quelles sont tes Ou observations? généralement, oui. Dans la grande majorité des cas, oui. Ouais, Je le vois dans leur niveau, à l'oral, déjà, juste dans leur oui, aisance à quand ils parlent, généralement, j'arrive à deviner sans même demander, la situation, familiale, j'arrive à deviner, d'accord. juste en entendant parler l'enfant et dans l'attitude aussi au français, à l'apprentissage et cetera. Ouais, Mais il y a des exceptions, je sais qu'il y a oui, j'ai des enfants, par exemple, qui ont, qui développent du bilinguisme réceptif, mais qui ont leurs 2 parents francophones, par exemple, ça existe. ouais, ce qu'on a. Oui, ou des enfants aussi qui ont deux parents français et qui ont des grosses réticences pour écrire, par exemple, pour écrire en français ou Ouais. pour apprendre le français. Et, et, Donc et par rapport, c'est pas automatique. et par Mais rapport généralement quand même, ils s'expriment mieux. Je trouve ils s'expriment mieux à l'oral, ils ont beaucoup plus de vocabulaire, moins d'accent. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça C'est que je toujours veux plus demander. complexe. Est-ce que Mmh, l'accent, parce que l'accent, c'est aussi la fréquence, en fait, ouais, d'entendre. Et donc, ouais, ces enfants-là, ils doivent parler mieux, en fait, ils doivent mieux prononcer que les autres ouais, parce que le contact avec la langue, elle est. complètement. Ouais, D'accord. ouais, ouais, complètement. Et donc, est-ce qu'il, existe une méthode, «miracle» entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des méthodes concrètes pour les parents? J'ai entendu par exemple parler de la méthode OPOL, OPOL. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, oui, la méthode Apple, c'est one person, one language. Donc, chaque parent parle à l'enfant dans sa langue maternelle. Et il n'y a pas de méthode miracle. En fait, si, il y a une méthode miracle, mais ce n'est pas la méthode Apple. Euh, Elle n'est pas la plus efficace, celle-là, mais elle a utilisé, si on ne peut pas utiliser la meilleure méthode. Alors, la meilleure méthode, c'est quand il y a les deux parents qui parlent la langue minoritaire à la maison. Et c'est encore mieux s'il y en a un des deux qui ne connaît pas la langue majoritaire. Parce que là, on a le taux de réussite presque, ouais, c'est presque garanti 100% parce que l'enfant, il a Oui, besoin de parler avec son parent. Voilà, donc oui, mais c'est rare. c'est rare, mais après, oui, c'est quand même, comme tu disais, oui, on a dit, il y a des familles où les deux parents parlent la langue minoritaire. Et là, le taux de réussite, enfin, le taux de bilinguisme chez les enfants est plus important. Il y avait des recherches menées par la linguiste belge Annick de Hoover en Belgique. Donc, ils ont interrogé, je sais pas, un millier de familles. Et donc, c'est là où ils ont montré qu'avec Opol, c'est
36% de réussite. Par contre, avec, si les 2 parents parlent la langue, c'est plus que 70% de réussite. Ah oui. Voilà, donc c'est mais comme on a dit aussi, ça garantit pas 100%. Donc ça dépend Mmh. aussi des parents. Ça dépend du contact avec la langue. Ça dépend si les parents travaillent jusqu'à 18 heures tous les deux et le week-end, chacun Mmh. fait voilà, ses activités ou est-ce qu'ils font vraiment des choses ensemble et ils font vraiment attention à la langue. Donc, les limites de la... Donc, en fait, donc, cette méthode-là, c'est Minority Language at Home. Donc, ça veut dire qu'à la maison, on parle la langue minoritaire. Après, la méthode OPOL est la plus populaire parce qu'en fait, elle est possible à utiliser dans toutes les circonstances, c'est-à-dire chacun parle à l'enfant dans sa langue. Mais ses limites, c'est que l'enfant, il sait bien que l'autre parent connaît la Mmh. langue minoritaire et donc majoritaire. Et donc l'exposition à la langue minoritaire est moins importante. Après, il y a une autre configuration aussi où les parents, entre eux, ils parlent anglais, par exemple. Mmh. Et souvent, finalement, paradoxalement, ça aide l'enfant parce que ça introduit un équilibre entre les langues. Oui. Voilà, il y a cette troisième langue voilà, qui fait comme sur le tampon anglais. Voilà. Donc, on utilise OPOL si on ne veut pas utiliser l'autre méthode où les deux parents parlent la langue minoritaire. Mais pourquoi OPOL? Parce que grâce à OPOL, on peut créer des habitudes chez l'enfant, des habitudes linguistiques, hein. Donc des routines, des associations positives aussi avec la langue, et puis le contact avec la langue à la maison, parce que voilà, à l'école, c'est la langue majoritaire. L'enfant, il sait ce qu'on attend de lui, donc il sait qu'un parent, voilà, maman, c'est cette langue, papa, c'est cette langue. Mmh. Par contre, il faut être conséquent, il faut pas être trop souple. Parce que si on commence à changer, bah, Mmh. l'enfant aussi, il va changer et ça va pas marcher. Donc, Mmh. voilà, ça marche pas à tous les coups. Alors comment peut-on, se faire aider? Quel type d'aide extérieure existe pour les parents, qui sont le seuls à transmettre leur langue minoritaire? Bah, la première aide, c'est la famille, en fait. C'est la famille qui est, Ouais. même si elle est dans le pays d'origine du parent, il y a des séjours dans le pays, il y a les grands-parents qui rendent visite, il y a des contacts réguliers. Mmh. On peut créer une motivation de cette manière aussi, voilà, pour Ouais. créer un lien avec les grands-parents. Oui, il y a vraiment oui, il y a Ça, l'aspect motivation et mmh. lien Après, affectif. j'avais par exemple, une famille où la petite fille, elle est tombée, pas amoureuse de sa grand-mère, mais elle s'est tellement Ouais. attachée à sa grand-mère qu'elle avait envie d'apprendre la langue de sa grand-mère, en Mmh. fait, pour communiquer Mmh. avec elle. Et pour elle, c'est ça la Mmh. motivation. Parce qu'elle vivait elle vivait en Asie, et voilà, là-bas, elle n'avait pas de grands-parents. Et cette grand-mère Mmh. qu'elle voyait sur Zoom, pour elle, c'était, voilà. Et donc, Ouais. elle a fait de l'effort hein, et elle a appris la langue Mmh. pour parler avec elle. Ensuite, il y a d'autres familles qui parlent notre langue aussi. Donc, voilà, si on rencontre souvent des familles Mmh. avec la même langue, bah, l'enfant, il voit que sa langue minoritaire, elle n'est pas juste, c'est pas juste une langue familiale Oui. qu'on parle à la maison, Mmh. mais une langue Complètement. qui Mmh. sort de la maison. Mmh. Et donc, même, c'est important d'entendre cette langue aussi de la bouche d'autres personnes. Même si, après, voilà, s'il y a d'autres enfants, en général, les enfants entre eux, ils vont parler quand même la langue majoritaire parce que c'est plus Mmh. facile. Après, il y a des écoles du samedi ou des écoles en ligne, comme la tienne. Alors, moi, ce que j'aime bien dans le concept de ton école, c'est que, comme par exemple, tu travailles avec des enfants français qui sont en Australie, ils savent pas que tu comprends l'anglais. Et là, Ouais. ils n'ont pas trop le choix. Parce que Ils ont pas le choix. dans les écoles du samedi stationnaires, comme par exemple à Paris, voilà, il y a des enfants, Oui. une école polonaise par exemple, bah, Ouais. les enfants entre eux, ils parlent français parce qu'ils sont tous, ils vont tous à l'école Ouais. en France et en fait, ils sont plus Ouais. à l'aise. Par contre, Ouais. l'école en ligne, comme il y a des enfants de pays différents ou Ouais. l'enseignant, il est dans un autre pays, en fait, les Ouais. enfants, finalement, ils savent pas, ils n'ont pas le choix. Et je pense que ça C'est les vrai rend... que c'est un espace beaucoup plus neutre, le fait que ce soit en ligne. Mm, ouais. Ouais. Après, il y a aussi des associations culturelles qui prouvent la culture du pays. Oui. Et puis, il y a aussi un babysitter, par exemple. Et Oui. après, ça, je fais quand même une petite parenthèse, on peut se faire aider avec quelqu'un de l'extérieur, hein. Donc, je sais qu'un coach en éducation bilingue, c'est pas quelqu'un Mmh. c'est pas un métier, en fait, qui est très connu. Mais on fait bien appel à des coachs sportifs, par exemple. Et le principe, c'est le même, en fait. On aide à trouver des solutions
que les parents vont mettre en place. Donc, il n'y a pas d'intervention directe dans la relation parent-enfant, mais c'est un regard extérieur, hein, et c'est quelqu'un Mmh. qui a de l'expérience, en fait, de l'expérience du travail avec d'autres parents qui ont dû avoir Mmh. la même situation. Parce que la situation, par exemple, du bilinguisme réceptif, elle est très courante. Mmh. Donc, c'est très efficace parce qu'on n'est pas dedans et on peut aider le parent qui est trop dedans Ouais. et qui n'arrive plus à avancer. Et parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer de méthode, en fait, souvent. Et c'est comme disait, c'est Mmh. Einstein qui disait ça, que c'est la folie de faire toujours la même chose et s'attendre à avoir un résultat différent. Donc voilà. Complètement. C'est très bien résumé. C'est très bien résumé. Mais oui, effectivement, il faut moi, je suis persuadée qu'il faut vraiment se faire aider, il faut vraiment demander de l'aide à l'extérieur et souvent, Mm. une personne neutre qui est en dehors de alors c'est vrai que la famille, la grand-mère et cetera aide beaucoup, mais une famille neutre aussi, ça crée vraiment des déclics, Oui. chez les enfants, donc que ce soit une coach comme toi, un professeur comme moi. Mm. Il y a les jeunes au pair aussi, je pensais, les jeunes, c'est-à-dire, quelqu'un qui vient vivre, à la maison, qui est originaire du pays et qui vient vivre à la maison, qui vient assister au quotidien, ça peut être aussi une bonne, solution. Ouais. Et je pensais aussi, s'il y a des familles qui nous regardent, qui vivent en France, dans les écoles, publiques, en France, il y a un dispositif qui s'appelle ELCO, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle EILE maintenant. C'est pour l'enseignement des langues et cultures d'origine et c'est du CE1 au CM2. Oui. Ce sont des heures de cours de langue, qui sont ça se passe dans l'école, mais c'est, en dehors des horaires habituels et c'est pour voilà, pour que les enfants gardent un lien avec leur langue et leur culture d'origine. Mais c'est très ciblé, c'est que certaines langues, c'est par exemple, l'arabe, le portugais, le turc, Mm. le croate aussi je crois, voilà. C'est pas toutes les langues et ce n'est pas dans toutes les villes non plus, mais bon, ça vaut le coup de se renseigner parce que ça peut être une bonne option. Oui, tout à fait. Voilà. Et il me semble que ça existe aussi en Suède et en Allemagne aussi. Tu Oui, peux avoir des cours de langue, de ta langue maternelle, hein. Et je voulais oui, juste faire une petite parenthèse par rapport aux jeunes au pair qui viennent. Il faut faire oui, attention parce que quand ils viennent, en fait, souvent, ils veulent apprendre la langue. Donc, il faut vraiment oui, faire confiance à la personne qu'à la maison, ouais, avec l'enfant, elle va parler la langue minoritaire. complètement, Elle ouais. elle va pas en profiter pour perfectionner la langue du pays. Voilà. Complètement, complètement et c'est vrai je pense qu'il faut bien expliciter, ses attentes avec, cette personne. Avec une baby-sitter aussi, c'est vrai que ça part d'une bonne idée, mais il faut faire attention parce que ce ne sont pas des professeurs Mm. voilà, ça peut être une bonne option, mais à condition de bien poser les cadres et de ne pas se reposer que sur cette solution-là, en tout cas. Ouais. Mmh. Et une dernière question, Anna, pour terminer, que se passe-t-il, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui ont lâché prise? C'est-à-dire qui se retrouvent maintenant dans une situation, de bilinguisme réceptif avec un enfant qui comprend parfaitement, mais qui refuse, de Ouais. s'exprimer dans sa langue minoritaire. Est-ce qu'il est possible de changer la situation? Ouais, il y a des situations différentes en fait. Il y a les parents qui ont décroché et donc finalement qui ont commencé à parler de la langue majoritaire, hein. Et puis il y Mmh. a des parents qui font plus d'efforts, hein, parce qu'ils ne voient pas Oui. de résultats. Donc l'essentiel pour moi, c'est commencer par le mindset. Vraiment par la Mmh. conviction qu'on va y arriver. J'avais fait des webinaires comme ça. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez m'envoyer un message. Je peux envoyer le lien Mmh. privé au webinaire. Il faut vraiment y croire. Et parce que si l'enfant voit qu'on fait quelque chose sans y croire, du style, non, mais réponds-moi dans ma langue. Mais Mmh. elle mange, mais on sait qu'il ne va pas le faire. Donc, ça ne sert à rien. Mmh mh. L'enfant, il voit que nous, on n'y croit pas, mais on le dit par routine, par habitude. Ensuite, donc, il y a changer d'attitude, changer aussi des Mmh. habitudes. Comme disait Einstein, voilà, il faut quand même, on ne peut pas avoir le même résultat, un autre résultat avec la même méthode. On peut provoquer un événement déclencheur. Parfois, c'est pas grand-chose, c'est une visite ou un livre, une journée particulière. C'est Mmh. quelque chose qui va faire tilt chez l'enfant et Ouais. qui va lui donner envie d'essayer de Mmh. faire un peu d'effort. Mmh. Après, voilà, on peut s'organiser. C'est pas facile. Ça change pas du jour au lendemain. C'est du travail. C'est une question de sens. Mais voilà. Après, il y a pour réussir, donc, il y a deux, on peut faire ça sur les deux fronts. Donc, il y a l'enfant avec l'école de langue. Donc, ça, c'est pour travailler, pour que l'enfant ait plus de contact et qu'il ait quelqu'un Mmh. à l'extérieur qui le motive. Et puis, le parent accompagné, donc, pour mettre toutes les chances de votre côté. Mais c'est tout un programme, en fait, et ça ne change pas comme ça. Après, juste, ça, je pensais, est-ce qu'il y a une solution miracle? Il y a une solution miracle. On peut envoyer notre enfant, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire passer 2 mois dans notre pays. Là,
voilà, on laisse l'enfant avec les grands-parents et là, c'est sûr qu'au bout de 2 mois, il va parler notre langue. Mais voilà, on peut pas toujours le faire, Ouais. c'est très drastique comme méthode, mais ça marche. Voilà, donc ça, c'est Ah quelque bah, chose j'imagine. il y a qui le font. Il y en a qui le font et qui envoient en colonie de vacances, par exemple, en Mmh, France ou ailleurs. Voilà, donc ouais. ça c'est une En méthode. tout cas, c'est possible. C'est possible d'inverser la situation et comme tu dis, c'est une histoire de mindset et de ouais, tout est possible. Très bien. Bah, merci beaucoup Anna pour tous ces conseils. J'espère qu'ils Et seront, utiles et n'hésitez pas à nous poser vos questions, on vous met différents liens dans la description pour, nous contacter et voilà, vous pouvez nous poser vos questions pour la prochaine fois. À merci bientôt, au beaucoup. revoir. Merci Blandine. Au revoir.